Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 157e briefing. Alors nous saluons aujourd'hui le retour de Pavel. Voilà, les Autrichiens ont bien voulu le libérer. En revanche, nous avons Igor qui est en otage en Espagne, je crois, du côté de Madrid. Non, un EHPAD espagnol, précise Pavel, bien sûr. Et donc aujourd'hui, l'essentiel de ce briefing va reposer sur les larges épaules d'Arnaud, voilà, qui va nous faire résumé, un briefing très très complet de tout ce qui s'est passé, en commençant avec la nouvelle probablement la plus importante de ces derniers jours, avec un décalage même, puisque c'était dans le temps un peu plus lointain, de cette extraordinaire réunion au Kremlin avec Prigojine, ses chefs militaires et le président Poutine. Oui, merci beaucoup, Président. Une sensation, effectivement. On a appris aujourd'hui que le 29 juin, Vladimir Poutine avait rencontré Evgeny Prigojine, entouré de 35 commandants de Wagner. Alors, l'information ou la rumeur avait été sortie hier. Libération avait affirmé, s'appuyant sur des sources anonymes de services secrets occidentaux, qu'une telle rencontre avait lieu, mais le quotidien français avait mentionné le 1er juillet, ce n'est pas si loin que ça. Donc, évidemment, c'est la nouvelle du jour. On sait très peu de choses, évidemment, sur la teneur des discussions, qui auraient duré quand même 3 heures. Donc, la rencontre a été confirmée par Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, qui a déclaré que, ils avaient discuté des événements du 24, que les uns et les autres avaient pu exposer leur vision des choses. Il en ressort, et c'est ce qui me paraît peut-être le plus important, que d'après M. Peskov, en tout cas, les commandants de Wagner présents, puisqu'il faut le rappeler, Wagner, ce n'est pas que Prigojine. Prigojine, si j'ose dire, c'est la tête de holding, avec de multiples activités jusqu'à présent, en tout cas, dans la restauration. Alors, on sait que cette branche devrait faire les frais du redécoupage des actifs de la galaxie Wagner. Il y avait l'empire des médias également, dont on a appris qu'il serait soit repris en main, soit fermé. Par contre, et c'est ce que nous disions avec Igor la semaine dernière, il nous paraissait improbable que la Russie puisse se passer de ce que j'appelais l'outil militaire Wagner. Eh bien, il me semble que c'est la principale considération qui, du côté de l'État, en tout cas, préside à cette nouvelle approche, qui peut paraître évidemment surprenante, que le chef de l'État russe, 5 jours après ce qu'il a qualifié de trahison et de rébellion, reçoivent les personnes qui en sont à l'origine, ça semble assez vertigineux. Alors, pourquoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, bon, mon hypothèse centrale, c'est que les uns et les autres, et c'est encore une fois, c'est ce que nous disions la semaine dernière, mettent un peu d'eau dans leur vin, essaient de trouver une issue qui permette de sauver la face à tout le monde, et le fil directeur pour le Kremlin, c'est de garder l'essentiel de Wagner en tant qu'outil militaire, non pas seulement en Afrique et au Moyen-Orient, comme on l'entend souvent, mais principalement en Ukraine. Pourquoi? Parce que, et encore une fois sans entrer dans les détails opérationnels, pour les raisons que vous savez, Wagner, c'est l'une des rares unités ou fractions de l'outil militaire russe qui a fait la preuve de ses capacités offensives au cours de ces derniers mois. Et il est possible, il est même probable que le Kremlin soit arrivé à la conclusion qu'il ne soit pas raisonnable de se priver de cet outil dans le contexte actuel, et peut-être encore plus dans, je dirais, la perspective à venir, c'est-à-dire probablement une intention offensive de la Russie après les tentatives ukrainiennes auxquelles nous assistons aujourd'hui. Donc, un événement évidemment qui fait couler beaucoup d'encre, qui ravive parfois certaines théories complotistes sur le thème tout ça a été orchestré. Ça ne me paraît pas très, encore une fois, pas très sérieux. Nous n'avons jamais pris au sérieux cette hypothèse-là. Par contre, ça pose certains problèmes potentiellement au pouvoir de crédibilité, d'affichage, et puis très spécifiquement à l'égard des forces aériennes de Russie qui ont enregistré des pertes importantes, je le rappelle, une douzaine de pilotes
et d'aviateurs sont décédés du fait de Wagner le 24 juin. Donc un événement central qui va sans doute alimenter la chronique politique, qui est un signal important, qui vient démentir encore une fois l'image de rigidité de Poutine. Finalement, le pouvoir peut être pragmatique, en tout cas il peut l'être. C'est sans doute sur cette voie qu'il faut aiguillonner notre analyse. Par ailleurs, et de façon presque concomitante, on a vu ce matin le chef d'état-major de l'armée russe, le général Gerasimov, qui présidait une réunion, ce qui confirme encore une fois qu'il n'y aura pas de décision prise à chaud par Poutine s'agissant d'un éventuel renvoi de Gerasimov ou de son ministre de la Défense. Beaucoup de gens considèrent que le principe en est acquis, mais pas dans les jours ni dans les semaines qui viennent. À suivre en tout cas. Autre nouvelle politique intérieure, dans un autre registre, un autre domaine. On a appris aujourd'hui que Mikhail Lobanov, qui est maître de conférence à l'université de Moscou, c'est un mathématicien, qui s'était présenté à la Douma d'État il y a quelques années sous l'étiquette du Parti communiste, et qui a été déclaré agent de l'étranger, vient d'être renvoyé de l'université d'État de Moscou. Petit détail, le recteur n'a pas signé le décret, il s'est fait porter pâle ce jour-là, c'est son adjoint qui l'a fait. Et M. Lobanov se trouverait à l'étranger depuis déjà quelques temps. J'en viens aux questions de politique étrangère avec là encore une actualité assez fournie, une actualité qui tourne essentiellement autour de l'Ukraine et de la Turquie, avec samedi une visite de Vladimir Zelensky à Ankara, au cours de laquelle évidemment il a rencontré son homologue turc qui a affirmé son soutien à une candidature ukrainienne à l'OTAN. Mais surtout, ce que l'on retient de cette visite, c'est la libération, entre guillemets, parce que les personnes concernées n'étaient pas prisonnières en tant que telles de la Turquie, mais en tout cas, le retour en Ukraine de certains commandants du bataillon Azov, donc, qui avaient pris part au combat à Mariupol en mai 2022, alors il se trouvait en Turquie dans le cadre d'un accord d'échange de prisonniers qui avait eu lieu l'an dernier, un accord qui avait été très décrié en Russie. Pourquoi ? Parce qu'il était présenté comme déséquilibré. À l'époque, il y avait 200 Ukrainiens contre une cinquantaine de Russes, mais il y avait dans l'échange M. Medvedchuk, on s'en souvient, qui est un proche de Poutine et un ancien leader de l'opposition ukrainienne. Et parmi les clauses, apparemment, en tout cas, pour autant qu'on puisse le savoir, de cet accord, les commandants du bataillon Azov étaient tenus de rester sur le territoire turc jusqu'à la fin des hostilités, ce qui a fait dire aujourd'hui aux autorités russes, M. Peskov en particulier, que la décision d'Ankara constituait une violation des accords antérieurs. En tout cas, ça a été très commenté hier, très critiqué. On peut penser incidemment que la nouvelle autour de M. Prigogine va calmer un petit peu, j'allais dire, la mouvance Z sur Telegram qui était vent debout ces dernières heures. Donc réaction, je l'ai dit, de M. Peskov, qui a vu une violation, mais qui, dans la foulée, a tenu à préciser que la Russie cherchait à conserver de bonnes relations avec la Turquie. Donc, forme d'indignation, mais qui n'ira pas très loin sans doute. En tout cas, c'est en termes d'image et de crédibilité, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la Russie. On peut penser effectivement qu'on va retrouver ces gens-là en faisant des selfies ou des photos rapidement sur le front du Donbass ou au sud, et que ce sera évidemment utilisé par Kiev. Alors pourquoi une telle décision d'Erdogan ? Probablement un mouvement d'humeur, peut-être lié à la non-reconduction annoncée par la Russie de l'accord céréalier qui arrive à son terme le 17 juillet. Pour Erdogan, bon, c'est certes prévu, hein, il y a des semaines que la Russie prépare le terrain médiatique et diplomatique, mais il n'en demeure pas moins que cet accord avait été trouvé sous les auspices de M. Erdogan et que c'est un petit camouflet, mais
Il semblerait qu'il n'ait pas voulu laisser passer ça. Il y a peut-être une autre explication, moins connue, mais peut-être aussi valable, et Igor aurait pu en parler de façon beaucoup plus valable que moi d'ailleurs, c'est ce qui se passe en Syrie, où depuis quelques jours, l'aviation russe bombarde des groupes liés à la Turquie, en tout cas sur lesquels la Turquie s'appuie, et il est possible que cette décision soit aussi un moyen de signifier son mécontentement sur ce dossier-là. Notons en tout cas que M. Lavrov, chef de la diplomatie russe, a eu l'occasion de s'entretenir avec son homologue turc, M. Fidan, qui est l'ancien chef des services secrets. Ils ont parlé essentiellement de l'Ukraine et de la Syrie, et c'était hier. Deux autres sujets. D'abord, la Moldavie, dont il se dit qu'elle pourrait expulser à son tour des diplomates russes et suivre ainsi l'exemple de la Roumanie, qui a expulsé 40 diplomates russes. La Moldavie, depuis des semaines et même des mois, s'engage sur une trajectoire de plus en plus pro-européenne. Je rappelle que début juin s'est tenu en Moldavie le sommet de la communauté politique européenne et que les autorités moldaves sont inquiètes d'une possible déstabilisation de leur pays, en particulier via les minorités ou les territoires sécessionnistes ou potentiellement sécessionnistes de Transnistrie et de Gagaouzie. Cher à Pavel, Gagaouzie. Dernier point de politique étrangère, on a vu, alors Igor en a parlé jeudi, du dossier des bombes à sous-munitions livrées par les États-Unis à l'Ukraine. C'est désormais officiel. Les réactions sont nombreuses, elles sont assez diverses, parfois assez surprenantes. Le Royaume-Uni et l'Espagne ont critiqué en tout cas cette décision. Ces deux pays sont signataires d'une convention internationale qui interdit leur usage. La France, en revanche, a dit sa compréhension face à cet arbitrage. La France est pourtant signataire de la même convention. L'ONU, par la voix de son secrétaire général, a également critiqué cette décision. Donc voilà, un dossier qui suscite un certain émoi et qui peut-être illustre une forme de poids, de mesure que se plaît par ailleurs généralement à dénoncer la Russie. J'en viens aux dossiers économiques qui sont aujourd'hui un peu moins importants que d'habitude, avec quand même quelques petits éléments qui nous donnent comment dire, des informations, des éléments d'appréciation. L'Ouzbékistan, par exemple, qui propose de doubler les liaisons aériennes avec la Russie, non seulement avec Moscou, mais avec différentes villes de Russie. Aujourd'hui, il y a 160 vols par semaine entre la Russie et l'Ouzbékistan, et donc Tashkent propose à la partie russe d'envisager un doublement de ces fréquences. On peut rapprocher ça d'un autre dossier similaire avec la Géorgie. La Géorgie avec laquelle prochainement pourrait avoir lieu 284 liaisons par semaine. En tout cas, la partie russe a donné son aval. Les autorités de régulation russe, l'équivalent de la DGAC russe, a autorisé 284 vols par semaine entre les deux pays. Donc on voit qu'il y a une densification des liaisons aériennes, donc des liaisons humaines, économiques. C'est intéressant, c'est important et ça s'inscrit probablement dans le long terme. Un mot des relations russo-iraniennes dont on parle de plus en plus souvent dans les domaines militaires, politiques. Aujourd'hui, c'est dans le domaine économique. Les deux pays envisagent de renforcer leur coopération dans le domaine de l'IT, des télécoms, en tout cas des discussions bilatérales sur le sujet ont eu lieu fin juin à Téhéran. Enfin, quelques mots de l'Autriche, notre pays cher au cœur de Pavel, en lien avec laquelle il y a deux nouvelles économiques. D'abord, Raiffeisen, dont on a parlé ici ces derniers mois, dont on avait dit qu'elle était sous pression des autorités européennes. La Banque centrale européenne a demandé aux banques européennes présentes en Russie finalement de mettre la clé sous la porte, en tout cas de cesser leurs activités. On avait appris il y a plusieurs mois, c'était en février je crois, que l'OFAC, le Trésor américain, a demandé des comptes ou s'apprêtait à demander des comptes
à Raiffeisen. On a appris par le biais de l'agence Reuters en fin de semaine dernière que Raiffeisen finalement n'envisageait pas un départ à court terme, elle cherchait. Alors certes, la banque autrichienne a élagué un petit peu ses activités, a durci certaines conditions. On avait parlé ici de virements en euros vers certains pays qui étaient désormais impossibles. Cependant, la tendance ne serait plus à un départ. Alors, que faut-il y voir? Comment interpréter tout ça? Il est possible qu'il y ait eu un accord, c'est même très probable, entre les autorités américaines et Raiffeisen, probablement un accès du Trésor américain à certaines données pour suivre les transactions, les virements, ce qui est peut-être plus raisonnable pour tout le monde et plus utile qu'une fermeture qui aurait entraîné de nouveaux circuits peut-être moins facilement décelables. En tout cas, c'est une information importante pour les entreprises russes qui exportent, qui importent. C'est important évidemment pour les entreprises européennes qui continuent de travailler avec la Russie. C'est important pour la Russie puisque Raiffeisen est ce que Pierre Legrand aurait qualifié de fenêtre sur l'Europe, fenêtre financière sur l'Europe. Deuxième dossier autrichien, c'est OMV, donc l'entreprise publique d'hydrocarbures, l'énergéticien autrichien, qui a dit par la voix de son président hier ou avant-hier eh bien, qu'elle n'envisageait pas de suspendre ses achats de gaz. Au contraire, je cite, tant que Gazprom fournira, nous achèterons dans le cadre des achats de long terme. Donc, deux signaux assez intéressants envoyés par des acteurs autrichiens qui, en l'espèce, ont le soutien de leur gouvernement, ce qui est important, dans des dossiers liés à la Russie. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Beaucoup de choses et très diverses, donc on a déjà un certain nombre de questions. Alors, tu n'as pas évoqué la situation du rouble, mais on a une question. Il nous dit des interventions de Madame Navodina pour expliquer la chute du rouble ne sont pas seulement destinées à éviter un mouvement de panique. Non, je crois que alors, rappelons les faits, hein, le rouble, on en a beaucoup parlé au cours des dernières séances, a poursuivi son glissement finalement avec un franchissement de seuil symbolique, les 100 pour 1 euro la semaine dernière. Alors il semblerait qu'aujourd'hui ce soit un petit peu raffermi, mais enfin rien de spectaculaire. Et Madame Nabiulina, présidente de la Banque centrale, a déclaré que finalement ça reflétait l'état du commerce extérieur russe et du solde commercial de la Russie, qui certes reste positif et va rester positif très largement, à hauteur probablement de 70 ou 80 milliards de dollars cette année, mais ça sera 3 fois moins que l'année dernière, qui était une année exceptionnelle à mains égards, avec au cours du premier semestre en tout cas des prix d'hydrocarbures incroyablement élevés et une suspension des importations pratiquement totale pendant quelques mois. Et donc une accumulation de devises et donc un solde tout à fait spectaculaire, supérieur à 200 milliards. Donc un rééquilibrage réel et qui, enfin, pour le coup, cette explication paraît au contraire très convaincante. Accessoirement, on n'a pas observé de début de panique ou alors ça, on en parle évidemment, certains Russes en parlent, mais je ne crois pas qu'il y ait eu un début de mouvement de panique chez les acteurs économiques ou au sein de la population, aussi peut-être parce que en Russie même, eh bien, j'allais dire, la dédollarisation est en marche depuis plus d'un an. Et c'est vrai que ce réflexe qui était presque mécanique de tout compter en dollars commence en tout cas pour les personnes qui ne sont plus impliquées dans le commerce international, commence à s'éroder un petit peu. Oui, mais il faut tout de même un référentiel et je ne pense pas que le yuan ait remplacé le dollar dans les esprits quand même. Voilà. Il y a beaucoup de questions sur Erdogan, bien sûr, et sur tout ce qui se passe autour de la Turquie et choses comme ça. Est-ce que justement Erdogan échangerait, entre guillemets, l'entrée de la Suède dans l'OTAN contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne? Est-ce une autre demande impossible ou un chantage qui pourrait fonctionner? Alors, tout à l'heure, enfin ce matin, je crois, effectivement, la Turquie a établi un lien entre son éventuel feu vert
à la candidature suédoise à l'OTAN et sa propre candidature à l'Union européenne, en disant finalement, si vous voulez que je laisse entrer la Suède dans l'OTAN, vous me laissez entrer dans l'Union européenne. Alors très rapidement, les Allemands ont expliqué que ces dossiers n'étaient pas liés et on peut penser que, alors même où nous faisons cet éclairage sur l'actualité, d'autres réactions sont en train de tomber. Manifestement, M. Erdogan n'a pas très envie de faire preuve de bonne volonté à l'égard de Suède et à la place de Suède, je ne serais pas très optimiste. Mais il semblerait qu'il ne veuille pas faire beaucoup de gestes vis-à-vis de la Russie non plus, puisqu'il semblerait que l'engagement concernant Azov était un engagement personnel. Et donc, visiblement, du coup, la parole de ce point de vue-là du président Erdogan semble un peu remise en cause. Et on nous pose la question, justement, tu en as un peu parlé, mais est-ce que justement Erdogan il pense vraiment que l'accord sur les Érals soit renouvelé? Et est-ce que ce geste de rendre les officiers d'Azov, c'est pas un geste trop hostile vis-à-vis de la Russie pour renouveler cet accord? Non, je pense au contraire qu'il a fait son deuil de l'accord. À tort, enfin, à raison, hein. Peut-être qu'on aura une surprise, mais la tendance aujourd'hui, c'est clairement que l'accord ne sera pas renouvelé. Et donc, Erdogan, qui était le concepteur de cet accord, qui avait facilité les choses, qui était l'intermédiaire, prend ombrage de cette décision russe et exprime sa mauvaise humeur. En tout cas, c'est une partie de l'explication. Alors, une question qui n'a rien à voir. Au bout de combien de temps la disparition de Surovikin de l'espace public pourrait être problématique? Alors, rappelle qui est Surovikin et puis. Alors, le général Surovikin était, à l'automne dernier, le responsable de l'opération militaire en Ukraine, qui était reprise en main début janvier par le chef d'état-major, le général Gerasimov. Surovikin, qui a par ailleurs été actif en Syrie, était sur une stratégie plutôt défensive. Alors, c'est lui qui a créé ce système défensif de tranchées, de champs de mines qui semble, encore une fois, à l'heure où nous parlons, plutôt efficace contre la contre-offensive ukrainienne. Mais c'est lui aussi, ça lui a été reproché, qui a convaincu Poutine qu'il fallait abandonner Kherson. Bon. Surovikin, d'après ce qu'on croit savoir, est plutôt populaire au sein des troupes, parmi les militaires de carrière aussi. Et par ailleurs, c'était, j'allais dire, l'officier de liaison, alors de luxe, puisque c'est un général au moins 4 étoiles, avec Wagner. Et Prigojine, à plusieurs reprises, avait c'est les louanges de monsieur, du général Surovikin. Donc voilà. Surovikin, on s'en souvient, le 24 juin, a enregistré une allocution extrêmement ferme, avec une Kalachnikov d'ailleurs posée sur la cuisse droite, en expliquant au Wagner qu'il fallait cesser ce mouvement de rébellion, etc., etc. Or, depuis, effectivement, on ne l'a plus vu ni entendu. Il paraît qu'il n'aurait même pas appelé sa fille hier, qui pourtant a fêté son 20e anniversaire, mais tout ça, ce sont des rumeurs. Bon. Ce qui est avéré, c'est qu'on ne l'a pas vu ni entendu. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que ce n'est pas quelqu'un qu'on voyait tous les jours à la télévision ou qu'on entendait sur les ondes. Ce qui semble à peu près certain, c'est qu'il a été interrogé par le FSB sur les événements du 24 et du 25, ce qui paraît encore une fois tout à fait logique au vu de sa position, de son rôle. Est-ce qu'il est en prison? Non. Ça a été démenti de toutes parts. Alors, il y a une hypothèse que je partage avec vous, je ne résiste pas à ce plaisir, je ne sais pas si elle est farfelue ou pas. Certains disent qu'il est en quarantaine actuellement avant de rencontrer Poutine. On verra. Visiblement, il n'y a pas eu besoin de quarantaine pour les 35 officiers de Prigojine. Alors justement, on a une question d'un de nos auditeurs les plus fidèles, que nous saluons au passage. Au regard de la participation d'Evgeny Prigojine à une réunion avec Vladimir Poutine le 29 juin, que peut-on supposer de l'accord qu'ils ont passé après la rébellion, entre guillemets, du patron de Wagner? Une excellente question, ce qui ne nous étonnera pas au vu de l'identité que nous garderons secrète, mais que nous voyons de la personne qui pose la question. Ce qui est intéressant, c'est qu'après le 29, donc après cette réunion, les médias russes, la télévision d'État en particulier, a continué non seulement à critiquer, mais à révéler des choses potentiellement désagréables, en tout cas en cherchant à nuire à Prigojine. Voilà.
la vidéo de l'intérieur de son palais, qui accessoirement n'est sans doute pas le plus spectaculaire qui a été construit en Russie. Mais enfin bon, l'idée, c'était quand même de continuer à détruire l'image d'un Prigojine, grand seigneur, irréprochable, en montrant que finalement, c'est quelqu'un qui travaillait surtout pour de l'argent avant de penser aux intérêts nationaux de la Russie. Donc ça, c'est effectivement après le 29. Ce qui veut dire peut-être que le pouvoir garde plusieurs fers au feu en attendant que les choses soient tranchées et clairement établies sur le terrain. Parce qu'encore une fois, si effectivement l'objectif du Kremlin, c'est de préserver Wagner, ce qui va compter, c'est de voir finalement combien de combattants, d'officiers, de commandants, y compris parmi ceux qui ont été reçus par Poutine, eh bien, vont suivre le combat dans le Donbass, combien vont décider de rentrer chez eux et combien vont aller en Biélorussie et peut-être plus loin. Aujourd'hui, en tout cas moi, je n'ai pas d'informations sur cette proportion. Intuitivement, et au vu de ce qui est sorti, je dirais que la majeure partie, plus de la moitié, devrait rester en Ukraine et combattre en Ukraine. Je pense qu'aujourd'hui, les discussions, enfin sans doute déjà dès le 29 et encore aujourd'hui, les discussions entre le pouvoir Prigojine et sa mouvance portent sur finalement comment sauver la face, comment trouver une issue qui permette d'atteindre cet objectif, c'est-à-dire de garder l'outil militaire. On sait que la pierre d'achoppement côté Wagner, c'est la signature de contrat avec le ministère de la Défense. Pourquoi? Parce que les Wagner conçoivent un profond mépris à l'égard de Shoigu et de Gerasimov. On peut imaginer que ces contrats ne soient pas signés avec le ministère de la Défense, mais avec une autre structure de force, par exemple. C'est ce qui se dit à Moscou, mais je ne dispose pas d'informations spécifiques sur ce sujet. Alors, il semble que Gerasimov ait néanmoins été, non pas rétrogradé complètement dans ses fonctions, mais qu'une partie de ses attributions était confiée à un autre général sur la gestion de l'offensive en elle-même ou de la Alors, contre-offensive. ce sont des rumeurs, encore une fois, qui circulent sur ces grammes, et il est difficile de faire la part des choses. Le fait qu'il le montre aujourd'hui a sans doute pour objectif de démentir, de conforter Gerasimov, ou en tout cas de montrer qu'il est toujours là et que Poutine n'a pas cédé à la pression de Wagner. Dans les faits, comment ça se passe, qui donne les ordres, qui conçoit l'opération, je ne le sais pas. Mais effectivement, depuis quelques semaines, on parle beaucoup du général Teplinsky, qui est le chef des troupes aéroportées russes, qui est quelqu'un comme Sourovikine, et peut-être encore plus que Sourovikine, très apprécié dans l'armée russe. Et il présente accessoirement la particularité d'être un natif du Donbass. Là, on a vu passer des photos des vidéos de la cérémonie rendant hommage aux 10 aviateurs abattus par les troupes de Wagner. Est-ce que cet épisode, surtout ensuite au vu du manque de sanctions, de certaine façon, va pas laisser des traces un peu indélébiles au sein de l'armée? Si, sûrement, ça laissera évidemment des traces auprès des familles, localement dans la région c'est Ivanovo, je crois, ou Yaroslav, je ne sais plus, d'où est originaire la plupart de ces pilotes. Il est possible aussi que dans l'armée de l'air, ça crée certaines frictions plus spécifiques. Bon, je crains qu'il soit doublement victime de Wagner et de la raison d'État. Alors, une question sensible, au dire même de notre auditeur. La Russie semble s'être publiquement indignée dans les médias nationaux de la cession des armes à sous-munitions américaines à l'Ukraine. Pourtant, l'Occident semble indiquer que les Russes en ont fait usage depuis pratiquement le début du conflit. Connaissant votre réserve sur le sujet bien compréhensible, pouvez-vous nous indiquer si c'est crédible? Alors, il faut rappeler des choses que l'on sait avant tout. Ce que l'on sait, c'est que ni la Russie, ni l'Ukraine, ni les États-Unis ne sont signataires de la fameuse convention d'interdiction. Donc, d'un point de vue strictement légal, personne, aucun de ces pays n'enfreint quoi que ce soit, enfin de leur point de vue en tout cas. Ça, c'est le premier point. On sait par ailleurs que la Russie dispose, comme l'Ukraine d'ailleurs, d'armes à sous-munitions héritées de l'URSS. Quel usage en a été fait, ça je ne sais pas, vraiment.
Alors, des réactions africaines à la probable non-reconduction de l'accord de céréaliers. Point d'interrogation. Si les céréales russes ne passent plus par les détroits, comment peuvent-elles atteindre l'Afrique? Alors, je crois que l'accord céréalier ne concerne pas les céréales russes. Absolument. L'accord concerne l'évacuation des céréales ukrainiennes. Alors, sauf si demain, M. Erdogan décide de fermer les détroits, ce qui serait assez phénoménal, ce qui serait un casus belli d'ailleurs. Bon, les céréales russes continueront, pour partie en tout cas, de transiter par les détroits turcs en provenance de Novorossiysk et les autres terminaux de la façade russe de la mer Noire. Donc ça ne devrait pas changer. Pour ce qui est on peut même imaginer d'ailleurs que la Russie, et là j'en viens à la première partie de la question sur les réactions africaines, que la Russie, pour de façon préventive, déminer, comme on dit, le problème, fasse un geste. On sait qu'il y a eu plusieurs cargaisons alors pas de céréales, mais d'engrais livrés à titre gracieux à certains pays africains particulièrement pauvres. On peut s'attendre d'abord à un travail de pédagogie auprès des pays africains avant le sommet de Saint-Pétersbourg qui doit avoir lieu du 27 au 29 et sans doute à des gestes symboliques pour montrer que la Russie finalement ne joue pas un mauvais tour à l'Afrique, mais elle souhaite sortir d'un accord qui, de son point de vue en tout cas, est un jeu de dupes. Merci beaucoup. Et ce sera d'ailleurs la dernière question. Alors, plusieurs informations. Donc, nous vous rappelons que jeudi 13 juillet donc, sera le dernier briefing dans l'horaire actuel, enfin, le calendrier actuel. Ce sera un briefing un peu particulier auquel je vous conseille d'assister ou de le réécouter en tout cas sur YouTube, parce que à la demande générale, comme c'est avant les vacances, notre chère Anne vous donnera votre liste de lecture pour l'été, et donc ce sera très utile comme toujours. Les lectures intelligentes, bien entendu, on va pas, c'est pas les cahiers de vacances. Et voilà, donc ça, et donc à partir de la semaine suivante, on aura donc le rythme qui prendra avec le briefing unique de la semaine, le mercredi. Donc notez déjà les dates du 19 et du 26 juillet, en ce qui concerne le mois de juillet. Tu ne ratez pas donc l'intervention d'Anne, avec notamment une anthologie de poésie gagaouze et un guide de balistique taliban. Voilà, comment lapider dans la bonne humeur. Voilà, c'était un apport essentiel. Tenez bon. Oui, comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. À jeudi.